Alors on va commencer si vous voulez bien. Comme ça, on va pas prendre trop de retard sur la matinée. Alors bienvenue à l'Espace Mendès France pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc vous êtes dans un centre de culture scientifique, technique et industrielle. Et aujourd'hui pour une journée d'études. Alors ici on organise des conférences et des journées d'échanges qui mêlent les approches scientifiques sur des sujets variés, dont les menstruations, avec ce festival que nous avons initié avec donc Stéphanie Tabois, qui est sociologue à l'Université de Poitiers, à l'UFR STAPS et au laboratoire Gresco, et Marion Coville, qui est aussi sociologue et qui est à l'IAE, laboratoire CEREG, voilà, pareil, Université de Poitiers. Donc en fait, c'est un festival qui est porté par l'Université et l'Espace Mendès France sur plusieurs lieux. Et là, on est au 3e jour. On a commencé avec une projection au cinéma Le Dietrich mardi soir, avec des stands sur plusieurs sites de l'Université de Poitiers. Avec hier une soirée double à la Blaiserie avec Élise Thiebaud, qui est la marraine du festival. Donc vous pourrez voir, il y a un stand librairie où vous pourrez aller feuilleter. Elle a écrit en fait un des premiers livres qui s'appelle Ceci est mon sang en 2017, qui a vraiment commencé à lever le tabou sur les règles. Et donc nous, on poursuit en fait cette lignée-là en mettant en avant ce qui se fait en termes de recherche, mais aussi ce qui se fait en termes d'approche artistique sur les menstruations. Et cette année, donc pour la journée d'études, mais je vais vraiment laisser Marion et Stéphanie vous en parler, on s'est associé aussi avec le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale, donc le CESCM, qui est un laboratoire de recherche vraiment sur l'histoire médiévale, donc qui est CNRS et Université de Poitiers, pour justement inviter Nadia Plat, qui sera la première intervenante. Et donc on remercie les organisatrices du CESCM et notamment la directrice Cécile Voyer qui est là. Voilà, merci. Donc voilà, je passe la parole à Stéphanie. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Je suis ravie de vous retrouver cette année à nouveau pour cette 4e édition des Menstrueuses. On va avoir une journée d'études qui sera pas très linéaire, et du coup il y a peu de chances pour que vous vous ennuyiez, puisque ça va pas être une journée uniquement descendante où on va parler et puis vous aurez le droit juste à quelques petites questions à un moment donné. Il y a plusieurs temps. Ce matin, on va commencer par 2 interventions d'universitaires. On fera une pause, on aura une 3e intervention, et à la fin de la matinée, je vais vous expliquer. Oui, on va avoir un temps un peu plus informel, pendant lequel des étudiants de Master 2 Management du sport et les étudiants de Master Communication numérique vont pouvoir échanger à partir de posters qu'ont réalisés les étudiants en M2 Management du sport sur les règles et le sport. Donc on pourra bouger, aller, venir, discuter entre nous. Ce sera vraiment plus informel. Et ouais, je m'arrête là pour ce matin, je vais en reparler tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Je vais être aussi très rapide puisque je vais plutôt m'occuper de l'après-midi. Donc là, je prendrai le temps de vous développer le sujet de manière un petit peu plus extensive cet après-midi. Mais en gros, donc cet après-midi, on va avoir une table ronde entièrement dédiée à la question du congé menstruel. Donc le congé menstruel, aujourd'hui, il a fait l'objet d'une proposition de loi pour l'inscrire dans le droit du travail. Cette proposition a été refusée par le Sénat. Donc aujourd'hui, en fait, la possibilité qu'un congé menstruel existe ou pas dans les entreprises et dans les collectivités, en fait, elle dépend complètement de la volonté de ces entreprises et de ces collectivités. Donc, pour cette raison, en fait, on a réuni plusieurs personnes, des personnes qui ont œuvré à la mise en place du congé menstruel, que ce soit à l'université ou dans des collectivités territoriales, des médecins qui vont venir aussi nous parler concrètement de qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'une douleur incapacitante liée aux menstruations. Et on invitera aussi des chercheuses qui, elles, ont travaillé directement sur la prise en charge ou pas, des menstruations sur le lieu de travail et sur les enjeux juridiques du congé menstruel. Donc là, ça sera vraiment sous forme de table ronde, de retour d'expérience, d'explications. Et c'est quelque chose qui vous concerne aussi toutes et tous directement, puisque l'Université de Poitiers réfléchit à la mise en place d'un congé menstruel
pour les étudiants et étudiantes et pour les salariés de l'Université de Poitiers. Et on aura l'occasion justement d'accueillir plusieurs personnes qui représentent la mission Égalité de Poitiers pour discuter aussi avec nous de ces enjeux-là. Donc à ce titre-là aussi, votre participation est bien évidemment la bienvenue puisque vous êtes directement concernés. Bon, alors on commence ce matin, donc je vous disais, par deux interventions qui seront deux universitaires. Néanmoins, quand on a créé le festival Les Menstrueuses, il y a vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur. C'était de faire un festival qui était vraiment ouvert à toutes et à tous et qui permettait vraiment des échanges. Ouvert à tous et à tous, c'était bien sûr une pluridisciplinarité académique, universitaire, mais pas seulement. C'est-à-dire que le festival Les Menstrueuses, c'est des artistes, des photographes, des personnes concernées, des personnes qui font des podcasts. Enfin, il y a beaucoup de monde. Là, ce matin, on commence par deux universitaires. Donc on sera dans le pluridisciplinaire académique, puisque Nadia est historienne au laboratoire, voilà, c'est ça que je cherchais, au laboratoire MEMO de l'Université de Paris 10. Elle est doctorante en histoire médiévale. Et puis ensuite, Claire Piluso, qui est sociologue, au laboratoire RKE, ça, et qui enseigne à l'université d'Orléans. Donc on va avoir un premier temps où elles vont nous présenter leurs recherches, puis ensuite on aura un temps d'échange toutes et tous ensemble. On fera une petite pause, et puis ensuite je vous réexpliquerai comment on fonctionnera dans la deuxième partie de la matinée. Parce que je vous disais, il y avait cette histoire d'ouverture pluridisciplinaire, mais aussi qui puisse concerner tout le monde. Mais on avait aussi à cœur la question de l'intersectionnalité. Et c'est Isabelle Prado, qui n'est pas encore arrivée, mais qui est une doctorante brésilienne qui travaille en santé publique, qui va venir nous parler des menstruations au Brésil, de la politique de la santé menstruelle au Brésil. Et puis après, je vous expliquerai aussi pour les présentations des étudiants. Mais si vous voulez bien, on commence tout de suite avec Nadia, qui va nous parler... je ne retrouve pas ton titre, attends. Ah, je l'ai sous les yeux, pardon. Quand les femmes du Moyen-Âge avaient leurs règles, donc Nadia intervient pendant 20-25 minutes, et puis ensuite, ce sera Claire. Ok, alors, je vais me mettre debout parce que comme ça, je serai plus à l'aise. Je vais me mettre là. Voilà, puis je mets mon petit pense-bête ici. Alors, voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, on démarre finalement cette journée par la chronologie, puisqu'on va remonter jusqu'au Moyen-Âge pour découvrir comment les femmes et les hommes du Moyen-Âge voyaient leurs règles. Donc, moi, c'est mon sujet de recherche. Je travaille sur la vision des menstrues telles qu'on peut les connaître par des textes et diverses sources du Moyen-Âge. Donc là, évidemment, je ne vais pas vous exposer toute ma thèse, mais quelques points essentiels à connaître pour comprendre ce sujet. Donc, je vais vous parler essentiellement de trois choses. Donc, dans un premier temps, vous expliquer un peu dans les grandes lignes qu'est-ce qu'on pensait au Moyen-Âge du fonctionnement des règles dans le corps féminin, c'est-à-dire comment on pensait que ça marchait, puisque ce n'est pas du tout ce qu'on pensait alors et pas du tout ce qu'on sait maintenant. Et encore aujourd'hui, bon, je pense qu'on l'aura vu cette semaine, hein, la science ne sait pas encore tout sur le fonctionnement des règles, mais évidemment, on sait quand même des choses qu'on ne savait pas au Moyen-Âge. Donc, je vous expliquerai un petit peu ce qu'on pensait de l'Antiquité jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Dans un deuxième temps, je parlerai un petit peu, ce qui est plus proche de mon sujet de thèse, des peurs des hommes par rapport aux menstrues. Et enfin, puisqu'on est quand même dans un festival où on essaie de promouvoir le soin, le care et tous ces éléments-là, découvrir qu'au Moyen-Âge, ça existait aussi et voir comment les femmes prenaient soin d'elles au Moyen-Âge par rapport à leurs règles. Alors, le fonctionnement des règles dans le corps féminin.
Donc déjà, il y a tout ce qu'on pensait par rapport à l'embryologie. C'est-à-dire qu'on pensait... Alors aujourd'hui, on sait que les règles, c'est les détritus de l'endomètre, mais on avait évidemment au Moyen-Âge pas du tout idée de l'endomètre, de ce que c'était et de comment ça fonctionnait. Par contre, on avait bien idée que c'était lié au fonctionnement de la grossesse et de la naissance, puisqu'on avait constaté que les femmes enceintes n'avaient plus leurs règles et que par ailleurs, les femmes qui allaitaient n'avaient plus leurs règles non plus. Donc, ce qu'on pensait, c'est que... alors, il y avait... Certains pensaient... Donc, tout ce que je vous dis, c'est, en gros, voilà, depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, avec les écrits de... Enfin, on dit Hippocrate, mais c'est l'école hippocratique, hein, donc les médecins... les médecins de l'école hippocratique jusqu'au XVIIIe siècle, puisqu'au XVIIIe siècle, avec le microscope, on a commencé à faire des découvertes qui ont complètement changé le point de vue. Donc ça fait 18 plus 5, beaucoup, plus de 20 siècles, où on a imaginé ce fonctionnement-là. Donc, alors tout le monde n'était quand même pas d'accord. Et par exemple, il y avait un débat pour savoir si il y avait deux semences, une semence masculine et une semence féminine, ou bien s'il y avait seulement une semence masculine et que la femme donnait juste la forme à l'embryon. Mais quelles que soient les deux théories, dans tous les cas, on pensait que le sang menstruel avait un rôle, puisque pour certains de ceux qui pensaient qu'il y avait une semence féminine, on pensait que cette semence féminine, c'était le sang menstruel. Et de toute façon, pour tout le monde, on pensait que le sang menstruel servait à la formation de l'embryon. Et ensuite, comme on avait remarqué que les femmes qui allaitaient n'avaient plus leurs règles, on pensait que le sang menstruel migrait de l'utérus vers les seins, qu'il y avait une veine qui reliait l'utérus et les seins, que le sang menstruel se blanchissait avec la chaleur du corps et se transformait en lait. Et donc, c'était ça qui servait pour la nourriture du nouveau-né, après avoir servi à le nourrir in utero. Donc là, je vous ai mis une exceptionnelle image, parce que c'est la seule image qu'on ait du Moyen-Âge qui représente vraiment l'anatomie du corps féminin. Alors, c'est pas censé être réaliste, hein, c'est censé être symbolique. Et vous avez donc tous les éléments qui sont détaillés. Bon, je ne vais pas revenir sur tous les éléments, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que vous avez à droite, que j'ai reproduit en un peu plus gros plan, le détail. Hein. Vous avez donc toute la légende est en latin, et vous avez un petit cercle où il y a écrit hic est statio sanguis ou statio menstruum, enfin je ne sais plus exactement. Ici est la station du sang menstruel, ici est stocké le sang menstruel. Et puis sur le long du gros tuyau, hein, haec est via sanguis menstrualis, ici est la voie du sang menstruel. Et vous voyez qu'ensuite ça arrive à une veine, et que cette veine remonte tout à fait en haut, où vous voyez le petit bébé dans son utérus, hein, donc qui va être nourri par le sang menstruel. Donc on pensait que cette veine, c'était le cordon ombilical, hein, ça paraissait parfaitement logique par rapport à la naissance. Alors, deuxième fonction qu'on attribuait, pareil, depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 18e siècle, qu'on attribuait au sang menstruel, c'était une fonction d'évacuation. Donc finalement, on pensait que c'était une sorte d'équivalent de l'urine ou des excréments ou de la transpiration, quelque chose qui servait à évacuer les choses qu'on avait en trop dans le corps. Et évidemment, tout ça avait une cohérence avec la théorie des humeurs, hein, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Donc on pensait qu'il y avait 4 humeurs qui régissaient le corps humain, et que toute la santé, et la bonne et la mauvaise santé, dépendaient du bon ou du mauvais équilibre de ces humeurs. Et donc on pensait que les femmes pouvaient avoir certaines humeurs en trop dans le corps, ou au contraire, alors certains scientifiques trouvaient que finalement la menstruation c'était plutôt pas mal, parce que ça permettait d'évacuer certains détritus, certaines superfluités, comme il disait,
de la digestion, et que finalement les hommes n'avaient pas ce truc bien pratique. Donc il ne faut vraiment pas imaginer qu'il n'y avait qu'une vision négative de la menstruation dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Surtout de la part des médecins, il pouvait y avoir une vision très positive. On pensait que c'était vraiment quelque chose de très utile. Et certains, je vous dis par exemple Albert le Grand, un grand savant du XIIIe siècle, trouvait que c'était quand même... bon, finalement, les femmes avaient un avantage sanitaire. Ça le gênait un petit peu aux entournures, mais il devait bien reconnaître que les femmes avaient cet avantage sanitaire qui leur fournissait donc une sorte de saignée naturelle, puisque vous savez que comme la saignée était énormément pratiquée dans toute la médecine dans cette période-là, et pour justement évacuer ce qu'il y avait en trop dans le corps. Donc là, on voit une image où vous avez une femme qui est saignée, mais ça peut être par exemple une femme justement qui n'avait pas ses règles. On pensait que ça pouvait être très dangereux pour elle parce que le sang allait s'accumuler dans son corps, et pas seulement le sang, mais toutes les superfluités que le sang aurait dû évacuer. Donc il fallait la saigner. Je vérifie. Ok, je suis dans les temps. Alors maintenant, la peur des hommes. Alors là aussi, bon, vraiment, je veux pas rentrer dans les clichés, puisque bon, après, là, je suis dans ma 7e année de thèse et je me rends compte que bon, après avoir détruit les clichés sur les menstruations, il faut aussi détruire les clichés sur le Moyen-Âge. Et vraiment, la vision du Moyen-Âge n'est pas aussi caricaturale qu'on pourrait le penser. Malgré tout, comme là, on a peu de temps, je vais quand même vous présenter des aspects un petit peu caricaturaux, mais vraiment, sachez que ça n'a pas été le cas toujours, que la pensée au Moyen-Âge est très multiple, que les gens débattaient entre eux, il y avait des universités, on se posait des questions, on réfléchissait. Et là, cette peur des hommes, c'est vraiment quelque chose qui arrive surtout au XIIIe siècle, au tournant du XIIIe et du XIVe siècle, et notamment dans des textes que j'étudie dans ma thèse qui s'appellent Les secrets des femmes, qui sont des espèces de pseudo-textes gynécologiques qui font semblant d'être gynécologiques, mais qui en fait sont vraisemblablement écrits par des moines qui s'adressent à d'autres moines en leur présentant une vision un peu effrayante du corps féminin, mais qui ensuite, ces textes ont eu beaucoup de succès. Ils étaient en latin au départ, ils ont été traduits dans différentes langues. Donc ça a un peu contribué à une vision négative du corps féminin dans les derniers siècles du Moyen-Âge. Alors, cette vision négative, bon, c'est pareil, il y aurait beaucoup de points à développer, mais je vais juste en développer deux qui sont les plus frappants. Donc, le premier, c'est la sexualité. Donc, la relation sexuelle en période menstruelle, donc ça, c'est vraiment une grande question. Alors, ça remonte. Alors, si on prend par exemple l'Antiquité gréco-romaine, il n'y a absolument rien là-dessus. Il n'y a aucun tabou. Au contraire, il y a des textes de médecins de l'Antiquité gréco-romaine qui recommandent pour la santé de la femme, on recommande au mari, si votre femme justement n'a plus ses règles depuis un moment, on pensait en fait que la relation sexuelle faisait venir les règles. Donc, comme on avait peur que si une femme n'avait pas ses règles pendant un moment, comme je vous l'ai dit, elle risquait d'avoir des superfluités mauvaises, toxiques qui restaient dans son corps et donc de mourir au bout de quelques mois. Donc on recommandait au mari d'avoir des relations sexuelles avec sa femme pour débloquer tout ça. Donc on trouve ça dans les textes des médecins grecs. Et alors, bon, après on ne sait pas ce que les gens, monsieur et madame tout le monde en pensaient, mais je lisais justement récemment dans un article écrit par une chercheuse qui disait que si ça avait été un tabou à ce moment-là, le sexe pendant les règles, les médecins auraient dit, justement, l'auraient précisé et auraient dit il n'y a pas de raison, etc. Donc apparemment, dans le monde gréco-romain, il n'y avait aucun problème. En revanche, dans l'Antiquité judaïque, représentée par l'Ancien Testament, c'est évidemment totalement interdit. C'est dans le Lévitique, un livre de l'Ancien Testament, qui explique tous les interdits rituels autour du corps. Et notamment, donc, dans le chapitre 15 du Lévitique, il y a tous les interdits autour de la menstruation. Si une femme qui a ses menstrues est impure, mais si on la touche, on est impur. Si elle a touché tel objet, cet objet est impur. Si ceci, cela, etc. Voilà, elle communique l'impureté à tout ce qui bouge autour d'elle. Et évidemment, il est strictement interdit d'avoir des relations sexuelles à ce moment-là avec une femme menstruée. La pénitence est extrêmement grave puisqu'on dit dans le Lévitique que l'homme et la femme qui auraient eu une relation sexuelle pendant les menstrues d'une femme seraient retranchés de leur communauté, c'est-à-dire une mort sociale en quelque sorte. Alors,
Là-dessus, moi, je vous parle du Moyen-Âge, donc je pourrais vous parler du Moyen-Âge juif, puisque c'est aussi une autre question, mais on va plutôt parler du Moyen-Âge chrétien, puisque c'est les sources que j'ai étudiées. Dans le Moyen-Âge chrétien, donc, enfin, en fait, dès le début du christianisme, les penseurs chrétiens essaient de se démarquer de l'Ancien Testament. On le voit, donc toutes ces questions en fait, de pur, impur, on essaie de s'en démarquer. Donc on le voit dans l'Évangile, dans des paroles de Jésus lui-même, et puis de Saint Paul, enfin de différents apôtres, qui expliquent que finalement toutes ces histoires de pur et d'impur, c'est à prendre uniquement d'une manière symbolique, métaphorique, et qu'il n'y a rien de réel là-dedans. Malgré tout, on sent que quand même, les penseurs chrétiens étaient gênés, ils n'avaient pas envie de dire oui, allez-y, faites l'amour pendant les règles. Ça les dérangeait un petit peu. Sans doute aussi parce qu'il y avait des croyances quand même populaires. Alors je vous ai dit tout à l'heure, bon, il ne me semble pas que dans l'Antiquité gréco-romaine il y en ait eu, mais bon, on ne sait pas trop à partir de quand ça apparaît, puisque les croyances populaires, c'est ce qui est le plus difficile à sourcer, puisque par définition, il n'y a pas de source écrite. Mais bon, quand on compare avec l'anthropologie actuelle, si on lit des articles d'anthropologues qui sont allés faire des enquêtes dans divers pays du monde, on voit que c'est quelque chose... Enfin, l'amour pendant les règles, ça reste quand même... Faire l'amour pendant les règles, ça reste quand même une question qui n'est pas anodine. Soit c'est interdit, soit c'est autorisé, soit il y a telle ou telle conséquence. Mais en tout cas, dans chaque société, on se pose la question. Donc les chrétiens, les penseurs chrétiens étaient un petit peu gênés avec cette histoire parce qu'ils disaient, bon, on ne va pas dire comme dans l'Ancien Testament que c'est un interdit rituel, parce que nous, on ne veut pas qu'il y ait d'interdit rituel, mais on ne va quand même pas dire que c'est autorisé. Donc, comment pas dire que c'est autorisé ? On va dire qu'il y a un risque sanitaire. Et donc, les premiers chrétiens qui en parlent, donc, c'est notamment Saint Jérôme, Saint Augustin, qui sont des penseurs des 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. Donc, on est à la charnière entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Et eux disent, on vous recommande, on ne vous interdit pas, mais on vous recommande de ne pas faire l'amour avec une femme menstruée parce qu'il y aurait des risques sanitaires de malformation du fœtus, de lèpre, de l'enfant qui naîtrait pour être boiteux, enfin il pourrait être aveugle, il pourrait lui arriver toutes ces choses-là, donc il vaut mieux éviter. Donc ensuite, au long du Moyen-Âge, bon, c'est pareil, ça a été différemment, ça a été débattu, il y a eu différentes théories. Je vérifie mon horaire, faut que je... Donc pour certains, certains sont revenus quand même sur l'idée que c'était effectivement interdit, mais avec des pénitences moindres que dans l'Ancien Testament. C'était plutôt un péché véniel. On avait du jeûne pendant, donc interdit, on devait être uniquement se nourrir au pain et à l'eau pendant quelques jours. Et puis d'autres. Alors, ce qui est intéressant, parce que ce que je trouve vraiment amusant pour voir qu'il ne faut pas prendre tout le Moyen-Âge d'un bloc, c'est que vous avez des penseurs, Albert le Grand, dont je vous parlais tout à l'heure, que j'adore parce qu'il se pose toujours beaucoup de questions, qui se dit, bon, oui, c'est vrai, c'est pas bien d'avoir des relations sexuelles en période menstruelle, mais il y a quand même un autre problème, c'est que si jamais la femme dit à son mari, non, pas ce soir chérie, j'ai mes règles, le problème c'est que le mari risque d'aller voir ailleurs. Et s'il va voir ailleurs, il risque de commettre l'adultère. Et l'adultère, là, c'est vraiment un péché mortel. Donc finalement, vaut peut-être mieux un péché véniel et puis peut-être l'éventualité d'un risque de malformation pour le fœtus, plutôt que d'aller carrément dans le péché mortel de risquer l'adultère. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour vous montrer que c'est des questions qui restaient en suspens, qui restaient débattues et qui interrogeaient beaucoup les hommes et on imagine aussi les femmes du Moyen-Âge. Alors l'autre grande question, c'est le regard. Alors là aussi, c'est des choses qu'on trouve dans les croyances populaires et que là aussi on retrouve dans l'anthropologie, l'idée qu'une femme qui a ses règles pourrait avoir un regard potentiellement dangereux, voire toxique, voire mortel.
C'est des choses qu'on retrouve aussi dans des légendes de la mythologie, comme la légende de Méduse ou des choses comme ça. Mais bon, là, je ne vais pas développer parce que ça nous entraînerait trop loin. On a un premier texte scientifique qui essaie de poser les choses d'une manière rationnelle. C'est dans l'Antiquité grecque, Aristote, qui est un grand scientifique, qui explique que le regard d'une femme menstruée peut tacher un miroir. Alors évidemment, c'est pareil, ça nous semble complètement aberrant, scientifique, pas tant que ça. En fait, c'est très cohérent, puisque déjà, il faut voir que les miroirs dans l'Antiquité, c'était pas en verre comme on les connaît aujourd'hui, c'était en métal. On peut en voir encore aujourd'hui dans des musées, hein, si vous avez peut-être déjà vu. Et sur un miroir en métal, on a des petites taches de rouille qui peuvent facilement arriver. Et finalement, ces petites taches de rouille, elles ont tout à fait la couleur du sang menstruel. Donc on peut tout à fait imaginer que les femmes même elles-mêmes se soient dit, tiens, zut, j'ai une petite tache de rouille sur mon miroir. Oui, évidemment, j'ai mes règles aujourd'hui, donc c'est sûrement ça. Alors Aristote donc rationalise ça, et il a un texte absolument incroyable où il explique d'une manière vraiment très scientifique, que le sang menstruel s'évapore dans le corps de la femme. Donc ça, c'est effectivement une croyance que tout le monde avait, et qu'en s'évapore, ce qui n'est pas idiot, parce que la transpiration aussi, ça s'évapore, donc pourquoi pas le sang menstruel, qu'en s'évaporant, ça remonte vers le haut. Bon, là aussi, c'est logique, on voit bien que quand un liquide s'évapore, ça remonte vers le haut. En remontant vers le haut, alors ça peut monter au cerveau, et ça explique pourquoi, mesdames, vous avez mal à la tête quand vous avez vos règles, et ça peut aussi monter aux yeux, et comme justement, ça s'échappe plus facilement par les yeux, puisque les yeux, c'est une matière particulièrement humide et poreuse, donc ça peut sortir plus facilement par là, et ensuite, les petites particules de sang menstruel s'échappent des yeux et se posent directement sur la première surface lisse venue, donc le miroir. Donc ça, c'est Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors, au Moyen-Âge, on se pose beaucoup de questions sur le regard. On se demande, toujours mon ami Albert Legrand, et puis d'autres, se demandent, est-ce qu'un regard, c'est forcément quelque chose de passif, ou est-ce qu'un regard, ça peut être aussi actif ? Et justement, ils se disent, oui, ça peut être actif, et on en a deux exemples. On a le basilic, le serpent basilic. Alors aujourd'hui, on sait que c'est une légende, mais à ce moment-là, on pensait que c'était un véritable animal qui pétrifie les gens par son regard, et puis les femmes menstruées qui peuvent blesser les gens par leur regard. Donc c'est une croyance, encore une fois, qui n'était pas vue comme une croyance, qui était vraiment relayée par des scientifiques. Là-dessus, dans mon époque favorite, fin du XIIIe, début XIVe, est venue s'adjoindre une croyance populaire, pour le coup, qui, elle, remonte aussi à l'Antiquité, qui est la croyance aux vieilles sorcières qui ont un regard maléfique, qui s'en prennent aux nouveau-nés, qui viennent sucer le sang des nouveau-nés. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve dans les contes, c'est pareil, de beaucoup de sociétés du monde. Et donc ces deux croyances se sont rejointes. Et comme on pensait qu'une femme ménopausée, en fait, aujourd'hui, on sait qu'une femme ménopausée, parce qu'elle n'a plus de sang menstruel, et puis voilà. Mais là, on pensait qu'une femme ménopausée, c'est parce que si son sang ne sortait plus, parce que le sang restait à l'intérieur du corps, stocké, et donc ça faisait une espèce de concentration de toxicité à l'intérieur de son corps. Et alors elle n'en souffrait pas parce que les femmes étaient elles-mêmes immunisées par ce poison dans lequel elles vivaient depuis leur adolescence. Mais par contre, elle pouvait, notamment par son regard, blesser des gens, et notamment, comme les petits-enfants sont les plus fragiles, les petits-enfants pouvaient être blessés par le regard. Donc là, cette croyance qui, au départ, était vraiment dans les textes dont je vous parlais, Secret des femmes, donc c'était vraiment une croyance de niche, entre guillemets, malheureusement a fini par s'étendre et par rejoindre à cette époque-là, 14e, début 15e siècle, il commence à y avoir en Europe les chasses aux sorcières, et on voit que dans un des plus célèbres manuels de chasse aux sorcières, le marteau des sorcières, on reprend cette idée que les vieilles femmes peuvent, par leur regard, blesser des enfants au berceau. Donc là, c'est quand même une croyance qui, malheureusement, a coûté des vies par la suite. Alors, pour terminer sur une note positive, évidemment, c'est plus difficile de savoir ce que les femmes faisaient et pensaient sur leur menstruation à l'époque, mais bon, à force de faire des recherches, on finit par avoir des indices.
Donc, il y a déjà la question de la régulation des menstrues. Donc ça, c'était vraiment pris très au sérieux, puisque, comme je vous ai dit, on pensait que si une femme avait trop de règles à l'intérieur d'elle-même, version light des médecins, elle risquait d'avoir des superfluités qui s'accumulent, et version hard des secrets des femmes, alors là, elle était toute empoisonnée à l'intérieur de son corps. Mais enfin, dans les deux cas, c'est quand même un petit peu embêtant. Inversement, si une femme a trop de pertes menstruelles, ça peut être dangereux aussi, pensait-on. Hein, voilà. Donc, on trouve... Bon, de toute façon, c'est quelque chose encore aujourd'hui, hein, même si on sait qu'il n'y a pas un tel danger. Encore aujourd'hui, si jamais, soit on n'a pas ces règles pendant un moment, soit on a des règles qui sont continues, on finit toujours par être inquiète et par se dire, bon, qu'est-ce que je pourrais faire ? On lit des livres, on demande conseil à une copine, à son gynéco. Bon, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment intemporel. Donc au Moyen-Âge, il y avait plusieurs techniques. Il y avait, comme aujourd'hui, la technique des recettes, hein, donc des recettes à base de plantes. Donc on a des tonnes et des tonnes de recettes à base de plantes, où on retrouve les mêmes plantes d'ailleurs qui sont utilisées encore aujourd'hui en naturopathie pour ce genre de soins. Hein. Des emplâtres, des bouillottes avec aussi des plantes qui avaient macéré, donc toutes sortes de choses. Bon, il y a le cas des miracles, mais ça, je ne vais pas m'étendre dessus parce que je n'aurai pas le temps. Et quelque chose que j'aime énormément, c'est les formules magiques. Donc les formules magiques n'étaient pas vraiment vues comme quelque chose de... alors c'était un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que les savants du Moyen-Âge parfois voyaient ça d'un mauvais œil en disant bon, ah là là, c'est de la superstition, c'est n'importe quoi. Et puis parfois ça passait parce qu'en général dans ces formules magiques, on s'arrangeait pour glisser un petit truc chrétien par-ci par-là, un petit Jésus, un petit nom de sainte ou de saint qui protégeait contre les menstrues. Donc c'était pas vu, enfin, des fois certains théologiens voient ça comme une superstition païenne, mais pour les femmes du Moyen-Âge, c'était vu comme quelque chose de tout à fait normal qui s'alliait au christianisme. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples de ces formules du Moyen-Âge. Alors, donc, ce qui est génial, c'est qu'on les connaît, on en connaît plein, parce qu'elles ont été reproduites sur des manuscrits écrits par des hommes, pour le coup. Donc, ce qui montre quand même, encore une fois, là, pour casser les tabous sur le Moyen-Âge, hein, ce qui montre que les hommes n'étaient pas réticents à cette idée que les femmes aient des formules magiques pour se protéger de leurs problèmes menstruels. Donc là, ce qu'on voit sur cette image, c'est un des plus chouettes manuscrits que j'ai trouvé, puisqu'il n'est pas normalement, les manuscrits étaient reliés, étaient sous forme de codex, hein, comme on dit, c'est-à-dire comme les livres aujourd'hui. Là, c'est un manuscrit qui est en rouleau, donc c'était assez rare. Et donc, ça se déroule complètement. Alors là, vous avez la reconstitution, les reconstituteurs ont ajouté un petit cordon que vous voyez en blanc, hein, mais tout ce qui n'est pas le cordon blanc, c'est vraiment l'objet du Moyen-Âge. Et ça se déroule, et vous avez toutes les formules magiques pour toutes les situations possibles et imaginables, donc contre les souris qui viennent grignoter le grain, contre le mal de dents, contre toutes sortes de choses. Et puis, vous avez, donc là, je vous ai montré la page dépliée, hein, ad profluium mulieris, donc pour un flot excessif féminin, donc un flux menstruel excessif féminin. Et donc, vous avez plusieurs petites formules, donc en latin, alors je ne vais pas toutes vous les lire, mais il y a quelques petits éléments que je trouve intéressants. Par exemple, vous voyez que vous avez des caractères magiques, hein, on les voit très bien ici, donc évidemment qui ne correspondent à rien, ni en latin, ni en français, ni à rien du tout, hein, donc c'est des faux caractères. Donc ça, c'est un peu comme abracadabra, hein, c'est l'idée que quelque chose dans une langue imaginaire ou dans un alphabet imaginaire va avoir un pouvoir magique. Je crois d'ailleurs, si là vous avez aussi un petit peu plus bas, vous avez arex, parex, aberex. Bon, arex, parex, aberex, c'est pas du latin, hein, c'est une langue inventée. Ce qu'on voit aussi qui est intéressant, c'est, je vous parlais tout à l'heure de l'intervention du christianisme. Donc vous avez Jésus, voilà, sanguis Christi, cogita femina mistam, donc sang du Christ, pense à cette femme. Donc ça, je trouve ça absolument fascinant, hein, ce lien entre le sang du Christ et le sang de la femme. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu, on voit des fois ça circuler sur les réseaux sociaux, la plaie du Christ dans les manuscrits du Moyen-Âge que certains enlumineurs du Moyen-Âge faisaient en très gros plan sur une pleine page à taille réelle et qui en fait a vraiment l'aspect d'une vulve. Hein.
Alors certains disent c'est l'œil de Sauron, il y a ça aussi, mais ça ressemble vraiment à une vulve. Donc bon, ça, on n'a pas malheureusement de texte qui explicite ça, mais on le voit par ces petites formules magiques qu'il y avait quand même ce lien qui était pensé. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on vous met le mode d'emploi, il y a le tuto. On vous dit « Scribe die Jovis luna crescente in carta », donc écrit le jeudi à la lune montante sur un papier vierge ces mots. Et puis on a aussi ad ventrem liga, relis-le sur le ventre, parce que souvent ces formules magiques, il fallait les relier sur le ventre. Alors, je vais continuer, mais juste je vous signale, à la fin des conférences, vous pourrez venir ici dans un petit panier rouge. Je vous ai mis quelques petites formules magiques du Moyen-Âge, en latin ou en ancien français, avec les traductions, donc que vous pourrez piocher pour votre plaisir ou pour vos amis et amis. Alors, avant-dernier point, ça va, je suis dans les temps. Il faut que j'avance un petit peu. Les protections menstruelles. Alors, bon, les protections menstruelles, autant vous dire, je vais aller très rapide là-dessus, on n'en sait strictement rien. Tout ce qu'on sait, c'est que ça existe parce qu'on a le mot qui existe, serviette menstruelle. Juste, je me suis arrêtée sur cette illustration que je trouve absolument incroyable parce que ça fait penser, alors les uns me disent à un tampon menstruel avec les stries, avec les petits cordons, d'autres me disent un préservatif, quelqu'un m'a dit un godemiché aussi, bon, on peut tout imaginer. En réalité, c'est aucune de ces trois choses-là. C'était un médicament qu'on appelle un PESSER, qui était un médicament, un dispositif intravaginal, comme les gélules aujourd'hui, dans lesquels on mettait de la laine imbibée d'huile ou avait macéré des plantes. Bon, je me dis que si ce dispositif-là intravaginal existait, les femmes n'étaient pas stupides, elles pouvaient se dire qu'on pouvait faire la même chose sans mettre d'huile avec des plantes et que ça pouvait servir à absorber. Donc je pense que les tampons menstruels existaient au Moyen-Âge, même si je n'en ai aucune preuve formelle. Et donc je termine avec la sororité. Puisque bon, c'est quand même, on en a très peu de traces au Moyen-Âge, mais on en a quelques petites traces. Et donc, je veux vous raconter deux petites choses. Donc, première chose, c'est lié à cette image que j'avais mise aussi en titre de mon diaporama, que c'est une image que je trouve extraordinaire. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait quelqu'un qui a écrit, donc un auteur latin, Pierre de Boli, qui a écrit, alors c'est incroyable ce truc, un recueil de poèmes en latin sur les sources curatives de Puzzol en Italie. Et donc, c'est un manuscrit magnifique. Donc, à chaque page, sur la page de gauche, on a le manuscrit latin, et sur la page de droite, on a une illustration qui représente ce qui est dit dans le poème. Et donc, chaque poème explique pour chaque source à quoi cette source était bonne. Et une de ces sources, la source Silviana, entre autres, était bonne pour faire revenir les menstrues des femmes. Et l'enlumineur a choisi de montrer cette image que je trouve extraordinaire parce que même aujourd'hui, à peine aujourd'hui, depuis les années 2020, on voit un petit peu sur Instagram des pubis menstrués, mais vraiment, voilà, et encore c'est rare, et encore ça fait scandale. Et là, on voit ça dans un manuscrit du XIVe siècle, des femmes avec des pubis menstrués, sans qu'il y ait rien de caricatural, de dévalorisant. Elles ont l'air contentes, on voit de la sororité, elles se parlent entre elles, elles se regardent, elles ont l'air bien, elles sont contentes, elles ont leurs règles qui sont revenues, elles ont pris leur bain ensemble. Enfin, je trouve ça extraordinaire. La deuxième histoire que je veux vous raconter, c'est une histoire mère-fille. C'est donc Béatrice de Planisol, qui est une châtelaine du XIVe siècle, qu'on connaît pour une histoire très longue que je vais essayer de résumer en 2 mots. Au début du XIVe siècle, il y a un procès pour hérésie dans un petit village des Pyrénées et l'évêque fait toute une enquête dans ce village. Et entre autres, il interroge la châtelaine du village qui s'appelle Béatrice de Planisol. Entre autres, il lui demande qu'est-ce que c'est que ces linges tachés de sang qu'on a retrouvés chez vous. Parce que sur sorcellerie, hérésie, machin, et en fait pas du tout. Elle dit non, en fait c'est voilà ce qui s'est passé. J'ai ma fille Philippa qui a eu ses règles il y a pas très longtemps, il y a quelques années. Et puis quand elle m'a regardée, enfin en fait je savais pas. Un jour elle m'a regardée et puis elle avait l'air un petit peu crispée. Elle avait l'air pas très bien. Je lui ai dit mais qu'est-ce que tu as ? Et elle m'a dit j'ai du sang qui sort par la vulve. Et donc, je lui ai dit de bien découper la partie de sa chemise qui était tachée de sang. Je lui ai donné
des morceaux de lin propre pour qu'elle fasse la même chose quand elle aurait encore du sang qui sortirait, et pour que ce sang-là ensuite serve, quand elle allait se marier, on allait réimbiber ce sang de liquide et le mettre dans le vin de son mari, parce que, alors, donc ça aussi, bon, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui parce que ce serait trop long, mais on pense encore aujourd'hui dans beaucoup de sociétés du monde que le sang menstruel sert comme filtre d'amour et comme aphrodisiaque. Donc c'est vraiment quelque chose de très très répandu dans beaucoup de sociétés du monde. Mais là, c'est pas tellement cette histoire de filtre d'amour qui me retient ici, c'est cet échange mère-fille que je trouve très très beau, avec ces mots très simples de cette petite jeune fille qui dit j'ai du sang qui sort par la vulve, et cette mère qui, au lieu de lui balancer une baffe en lui disant t'es une femme ma fille maintenant, lui dit bah écoute c'est pas grave, et qui lui donne des petits morceaux de lin propre pour se protéger. Donc ça rejoint aussi notre question sur les protections menstruelles. On sait qu'elles existaient par rapport à cette histoire. Donc je termine avec mes petites dames du bain Sylviana, et puis Béatrice et Philippa. Et si vous voulez en savoir plus sur les menstrues, le sang menstruel et sur plein d'autres sujets, donc j'ai un blog qui s'appelle Chemins Antiques et Sentiers Fleuris, et que vous pouvez suivre aussi sur Facebook et puis un petit peu sur Twitter. Je vous remercie. Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par vous remercier profondément les organisatrices du festival pour toute l'organisation qu'elles ont mis en place, pour leur accueil extrêmement chaleureux et de m'avoir invitée aujourd'hui, parce que ça me permet en fait de vous présenter pour la première fois les résultats d'une enquête exploratoire. Alors, donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement de la question de la socialisation du corps, et notamment à la douleur et de la sexualité. Je vais rentrer dans les détails après. Donc, j'ai conduit une enquête exploratoire qui a eu lieu dans le cadre d'une recherche qui s'appelle Crescendo, qui est financée par l'Agence nationale de la recherche, qui se fait sous la direction de Géraldine Escriva-Boulet, qui est maîtresse de conférences en STAPS, en psychologie. L'objectif de cette recherche-là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous pouvez aller regarder du coup sur le site internet de l'ANR le projet de recherche qui est en cours. Il y a des publications qui arriveront prochainement. Mais donc, en fait, cette recherche-là, l'objectif, c'était de voir comment l'activité physique adaptée à la santé, ça permettait en fait de diminuer les symptômes de l'endométriose. C'est une enquête, c'est une recherche interdisciplinaire. Il y a de la physiologie, il y a de la psychologie, il y a de la sociologie. C'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Et sur le côté psychologie, l'idée, c'était de comprendre les effets de l'endométriose en fait sur les relations de couple, sur les relations amoureuses et sur les relations sexuelles. Alors, juste, je vous ai mis la définition de l'endométriose telle qu'elle est définie par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, je le fais hyper vite là, parce que c'est d'autres choses dont je vais vous parler. Mais donc, c'est une maladie qui fait que on retrouve des lésions dans le corps, des tissus dans le corps qui sont similaires en fait à la muqueuse utérine, mais en dehors de l'utérus, et ça crée en fait des adhérences entre certains organes. Ça provoque des douleurs importantes. On ne sait pas ce qui provoque aujourd'hui l'endométriose ni comment la prévenir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement curatif qui existe contre cette maladie, mais seulement des traitements sur les symptômes, et qui des fois peuvent être aussi des interventions chirurgicales. Si la question sur la biologie de l'endométriose, je me permets de vous indiquer les travaux d'une biologiste qui s'appelle Ludivine Dorido, qui travaille là-dessus, qui fait des travaux absolument intéressants. Et du coup, j'en viens à la sociologie.
Donc, je vous ai dit, dans cette recherche, il y avait une partie sociologie. Je vais d'abord quand même vous expliquer la méthodologie de la recherche, d'accord ? Qui est-ce que j'ai pu interroger ? Puis en fait, après, j'en viendrai à l'explication de certains résultats de la recherche. Alors, en fait, le dispositif principal, c'était qu'il y avait un questionnaire pour la psychologie qui était passé à un certain nombre de femmes, qui était notamment en passant par Endo-France. Je vous ai mis aussi, si vous voulez aller voir aussi plus d'informations sur l'endométriose du site internet d'Endo-France et d'Endomind. Mais donc le questionnaire en fait passé par Endo-France, et en fait à la fin du questionnaire, les femmes répondaient sur est-ce qu'elles voulaient ou pas, est-ce qu'elles acceptaient ou pas de réaliser un entretien sociologique. Il y avait aussi des focus group. Moi j'ai fait les entretiens. Donc là c'est vraiment une enquête exploratoire que je vous présente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'enquêtés. J'ai pu faire 18 entretiens. L'idée aussi, c'était, en faisant les entretiens avec les femmes, de pouvoir interroger leur conjoint ou leur conjointe. Alors ça a été assez compliqué parce que alors, les femmes là, que j'ai pu interroger étaient majoritairement hétérosexuelles. Et en fait, il n'y a que 2 hommes qui ont accepté de répondre, de participer aux entretiens. Et ce sont 2 hommes qui, en fait, ont des caractéristiques sociales spécifiques qui sont, sur certains aspects, assez éloignés des normes traditionnelles de genre. Et là, je vais vous dire pourquoi. On en a un, en fait, qui est le petit ami d'une enquêtée qui, en fait, a un mari et a un petit ami en plus. Et en fait, elle passe une partie de son temps chez son mari et après une autre partie de son temps dans la semaine chez son petit ami. Et en fait, tous les 3 sont d'accord et ils fonctionnent comme ça. Donc, c'est une modalité relationnelle qui est à l'écart de la norme du couple monogame. Et on a l'autre enquêté qui a accepté de répondre à l'entretien. Donc, c'est pas le mari, là, en plus, qui a répondu. C'est c'est le deuxième petit ami qui, en fait, avait aussi envie d'avoir plus de place dans la vie de l'enquêté. Et le deuxième, en fait, c'est un homme qui a perdu sa sœur, dont la sœur est décédée en fait très tôt, et qui a un parcours comme ça de vie qui a été marqué par des heurts importants, et qui est assez sensibilisé du coup via ça à ce qui peut arriver aux femmes et à leur santé. Alors les entretiens, il n'y a pas beaucoup d'enquêtés, mais ils ont duré entre 1h45 et 3h30. Là, comment on avait travaillé, c'est que moi j'avais fait les grilles d'entretien, Géraldine Escrivá-Boulay les avait relues, on avait discuté sur comment les améliorer, donc j'avais fait passer les entretiens. Alors, un des effets de ce dispositif-là, c'est que forcément, de ce dispositif-là que je vous ai raconté, c'est que ça sélectionne socialement très fortement les enquêtés. Parce que, en fait, donc, ça passait par Endo-France, mais c'est pas n'importe quelle femme, avec n'importe quelle ressource sociale, en fait, qui va dans ce genre d'association, et en tout cas qui arrive à trouver aussi les informations sur ces associations. C'est une méthode d'enquête qui passe beaucoup par l'écrit, d'accord, parce que en fait, c'était un questionnaire qui était sur Internet, donc ça veut dire qu'il faut avoir un ordinateur, il faut avoir une connexion Internet, il faut être familière avec la culture écrite. Il y avait aussi, alors ce que nous on a moins en sociologie, mais là qui existe fort dans ces dispositifs méthodologiques là, c'est qu'il y avait un comité d'éthique, et donc en fait il fallait faire signer un formulaire de consentement. Et du coup, ça rajoute encore aussi des papiers en formalisant beaucoup la relation d'enquête, ce que les sociologues font moins quand on va enquêter en milieu populaire. Si vous dites à des sociologues, on va dans les milieux populaires et puis on vient avec tous nos papiers, généralement vos profs, quand ils vous enseignent les méthodes d'enquête en sociologie, vous disent surtout, on va peut-être pas faire ça comme ça. Donc, là, ça fait que la majorité des femmes là, que j'ai enquêtées appartiennent aux classes moyennes et aux classes supérieures. Il y a quelques petites variations en fonction de dotation en capital culturel et en capital économique, mais quand même assez faibles. Mais alors, il y a quand même une femme qui appartient aux fractions stables des milieux populaires, et une femme aussi qui a une autre caractéristique, c'est qu'elle est définie par les normes médicales, elle se définit aussi comme ça en étant grosse et obèse. Alors ces parcours-là, ils sont atypiques du coup par rapport à la majorité des femmes là qu'il y a dans ce tout petit échantillon, mais néanmoins elles sont intéressantes parce que ça permet justement de faire des mises en rapport et de poser des questions et de savoir après dans quelle direction continuer la recherche. Il faut que je rajoute aussi, donc il n'y a pas de femmes racisées dans cette population d'enquête-là.
Là aussi, ce seraient des pistes qui seraient intéressantes à poursuivre, sur lesquelles travailler ensuite. Mais du coup, je me permets de signaler une thèse en cours de Chloé Massiel, qui est doctorante à l'Université des Antilles en sociologie du sport, donc en Guadeloupe. Et donc, elle fait une enquête sur les femmes en Guadeloupe qui, du coup, en fait, sont racisées puisque, elles ont la peau noire. Et voilà, je pense que c'est un travail qui est intéressant aussi après à suivre. Donc, là, alors, la thématique principale des entretiens, c'était la question du parcours médical, comment ça s'était passé, comment elles avaient été diagnostiquées. Il y avait les questions de socialisation, de construction du rapport au corps, mais aussi comment se passaient les relations amoureuses, la sexualité. Et il y avait bien aussi, évidemment, la question des pratiques sportives, puisque l'enquête principale porte sur la question de l'activité physique adaptée à la santé. Alors, là, moi, je ne vais pas parler de pratiques sportives aujourd'hui parce que j'ai décidé de me concentrer, ni même beaucoup du parcours médical, alors qu'il y aurait plein de choses à dire là-dessus. Je vais vraiment me concentrer sur les questions de la douleur et de la sexualité. Parce qu'en fait, auparavant, dans un travail de thèse, moi, j'avais travaillé sur la question de la fabrication sociale des goûts amoureux et sexuels, en fait, des processus de socialisation. Et là, quand je parle de socialisation, je l'entends au sens de Muriel Darmon, donc dans la façon dont la société forme et transforme les individus, donc comment se construisent des manières d'être, de penser, de faire, de dire, etc. etc. Ça, c'est pour les étudiants et les étudiantes en STAPS qui auront peut-être des interrogations après sur la journée sur aujourd'hui. Donc, la question qui m'intéressait ici, c'est en fait comment se construit le rapport au corps, comment se construit le rapport à la douleur et à la sexualité avec l'endométriose et de prendre en compte dans cette interrogation-là la question des inégalités de santé, donc en s'intéressant au genre et forcément à la classe sociale. Puisque un des symptômes aussi de l'endométriose, c'est les dyspareunies, c'est-à-dire des douleurs pendant les relations sexuelles. Alors, du coup, je vais le faire en 2 points si j'ai le... Est-ce que je peux avoir le temps ? Le temps, juste le temps. Ok, super. Merci. Donc, je vais le faire en 2 points. J'ai toujours l'habitude de prévoir beaucoup trop de choses à raconter par rapport au temps que j'ai raconté. Donc, je vais essayer de dire rapidement tout ce que j'avais prévu. Donc, en sociologie, on a des travaux qui se sont intéressés à la douleur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les sciences du biologique qui peuvent s'intéresser à la douleur, mais aussi les sciences sociales. Donc, on peut s'intéresser aux façons dont la douleur elle se manifeste, dont les individus la supportent. Et donc, vous connaissez peut-être les étudiantes et les étudiantes en STAPS, le travail de Luc Boltanski, un article assez classique qui s'appelle « Les usages sociaux du corps », dans lequel il parle justement de la douleur. Il compare différents groupes sociaux et leurs usages du corps, le rapport à la douleur, les relations aussi aux médecins en fonction de la position sociale des personnes. Et il montre qu'il y a des différences dans les façons d'exprimer la douleur, dans les sensations morbides, et que ça s'explique en fait par le social et par la position sociale. Donc, on a des sensations morbides qui sont inégalement acérées dans les classes sociales, qui ne sont pas ressenties du tout de la même manière. Et on se rend compte aussi que il y a des sensations similaires, qui peuvent être physiquement similaires, mais qui font l'objet d'une sélection ou d'une attribution qui va être différente et qui va être éprouvée avec une plus ou moins grande intensité selon la classe sociale. Alors, vous avez des travaux sur la douleur aussi dans la sociologie du sport. Je pense au travail de Pierre-Emmanuel Saurigné aussi, qui s'appelle « Danser au-delà de la douleur », où il explique en fait comment les danseurs, pour pouvoir être performants, continuent de danser malgré la douleur, voilà. Et aussi, pour parler d'un autre travail, alors qui n'est pas présenté comme ça, mais le travail d'Howard Baker aussi, sur les fumeurs de marijuana. En fait, c'est aussi hyper intéressant pour s'intéresser à la question des sensations et de la socialisation en fait, du corps et des sensations, puisque c'est un travail dans lequel il montre comment on devient fumeur de marijuana, mais aussi comment les fumeurs apprennent à aimer ou à détester les sensations, et comment ils apprennent à associer, grâce à des fumeurs qui sont plus aguerris,
des sensations agréables à l'usage de la drogue ou des sensations désagréables à l'usage de la drogue. Dans ce cas-là, en fait, ils ont plutôt tendance à s'arrêter de fumer. Et si je vous parle des travaux de Howard Baker aussi, parce qu'il y a quelque chose qui est notable dans ce travail-là, c'est que, en fait, ce qui montre aussi d'une certaine manière, c'est que dans un cas comme dans l'autre, que les fumeurs apprennent à aimer les sensations que produit la drogue ou ne les aiment pas, la codification de ces sensations-là, elle est quand même très claire. Alors que ce qui apparaît dans les femmes que j'ai pu interroger, c'est que la socialisation du corps, le rapport à la douleur, il est marqué en fait plutôt par une confusion qui fait que les femmes en fait ont des douleurs mais n'arrivent pas à interpréter, parce qu'en fait il n'y a pas de moyen d'interpréter les douleurs qu'elles ressentent. Et en fait ce qui se passe dans cette socialisation là, c'est plutôt un brouillage des sensations corporelles qui fait que les femmes ne peuvent pas interpréter du coup ces douleurs, et que cet apprentissage en fait des sensations corporelles, quand les premières règles arrivent, ça se fait beaucoup dans leur invisibilisation et dans la négation en fait de ces douleurs. Alors, et je vais vous donner des exemples. Il y a une enquêtée qui s'appelle Sabrina, qui est juriste avec un bac+5, qui a un père qui a un CAP, qui est devenu policier, une mère qui n'a pas de diplôme. Donc en fait, par rapport à ses parents, elle se situe aussi dans une trajectoire d'ascension sociale par l'école. Et en fait, dans les entretiens, je leur demandais quelles étaient les plus grosses douleurs qu'elles avaient vécues, aussi bien physiques que psychiques. Après, parce qu'il y a cette question de comment on fait après objectivement, pour objectiver la douleur aussi quand on est sociologue. Et en fait, elle répond qu'elle n'a pas eu une vie difficile ou qu'elle n'a pas eu de gros problèmes, mais elle explique que, en fait, dans sa socialisation familiale petite, elle a appris par ses parents aussi qu'il y avait des choses qu'il fallait pas dire et qu'il fallait pas exprimer. Et donc elle dit, ma mère, elle a déjà eu des douleurs, elle a serré les dents, et mon père pareil. Et mon père, c'est quelqu'un d'assez dur émotionnellement par rapport à la douleur et tout ça. Donc effectivement, j'ai eu cette éducation de dire, tu vas pas pleurer pour un mal de crâne, ou tu pleures pas non plus pour des douleurs, des douleurs de règles. Tu prends ton cachet et puis t'avances. Et elle dit aussi un peu plus loin dans l'entretien que, parce que je lui demande, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des personnes dans votre entourage qui supportent mieux la douleur que vous? Et elle dit que, en fait, elle pense qu'elle tient moins bien à la douleur que d'autres personnes de sa famille, notamment parce qu'elle dit, moi je vais souvent aux urgences et on me donne de la morphine quand j'ai mes règles, quand j'ai des douleurs de règles. Donc c'est signe que je suis quand même plus fragile que les autres autour de moi. Alors que quand les autres enquêtés, quand on leur demande les expériences qu'elles ont eues avec la douleur pendant leurs règles, avec l'endométriose, elles tombent dans les pommes. Donc, c'est des signes physiologiques que la douleur n'est pas du tout petite et n'est pas du tout absente. Et alors, donc, il y a vraiment un brouillage autour des sensations liées à la douleur. Et ce qui est notable aussi, c'est que elles ont une socialisation où en fait les règles, il ne faut pas en parler et où c'est invisibilisé. C'est-à-dire qu'en fait, quand elles ont leurs premières règles, soit il y a une mère qui leur donne les protections périodiques, elle leur explique comment l'utiliser, et puis en fait après c'est fini. Mais aussi, et en fait on leur apprend aussi à les cacher, ces règles. Là je vous renvoie aux travaux d'Aurélia Mardon qui montre ça très bien. Mais en fait cette invisibilisation aussi des règles, ça a effet d'invisibiliser la douleur et tous les désagréments physiques qui peuvent aller avec l'apparition des premières règles, et du coup des possibilités de diagnostic en fait aussi quand il y a de l'endométriose. Ce qui était aussi dans le cas de Sabrina, ce qui était aussi intéressant, c'est que, qui questionne, c'est que son père associait la prise de la pilule contraceptive à une sexualité. Il ne voulait pas que ses filles aient une sexualité, donc la pilule était interdite, alors que pour certaines d'entre elles, ça aurait pu être un moyen de diminuer certains symptômes liés aux règles douloureuses, parce qu'à ce moment-là, elle ne savait pas en fait, qu'elle avait de l'endométriose, elle avait des douleurs très fortes, mais elle ne le savait pas. Et donc, elle a été interdite de pilule, notamment jusqu'à l'âge de 18 ans.
Donc vous voyez, le rapport à la douleur de en fait t'as mal mais tu dis rien parce qu'en fait il faut être dur à la vie et il faut être résistante, etc. Plus on ne parle pas de la douleur parce que les règles on les dissimule, plus t'as pas accès à certaines choses qui en fait auraient pu avoir des effets, ou un gynécologue et un médecin qui auraient pu avoir un diagnostic. Il y a plein de choses qui se cumulent qui font aussi que la douleur n'est pas prise en charge et que le diagnostic d'endométriose potentiellement est reculé. Donc, il faut vraiment que j'aille beaucoup plus vite. Alors, ce qui est... Donc, je vous ai dit, ces sensations à la douleur, elles se font en fait plutôt dans une socialisation à la confusion, si je le dis très vite. Ce qui est notable aussi chez les enquêtés, c'est qu'il y a des contradictions entre les personnes qui leur parlent de leur corps et de la douleur, et que en fait les discours contradictoires entre leur famille, leurs éventuels petits copains ou petites copines et les médecins, et des fois des contradictions entre les médecins aussi, ça participe aussi de cette socialisation qui fait que c'est difficile de coder, de donner du sens aux sensations physiques. Là, je vous donne un exemple de Ludivine, qui est cadre dirigeant dans une entreprise privée. Et en fait, elle dit que son gynécologue lui avait dit qu'elle avait une petite endométriose, mais en même temps, à côté, la radiologue qui lui a fait les imageries, elle lui a dit, en fait, vous avez une endométriose profonde, c'est-à-dire, et donc, en fait, elle a des lésions entre l'utérus et l'anus et sur les ovaires, et en fait, ça produit des douleurs qui sont extrêmement forte, et en fait elle ne sait pas se situer, et elle n'arrive pas elle non plus en fait à juger ou à construire une opinion sur justement ses douleurs et son propre corps. Je vais hyper... Alors, non, ça, il faut que j'en parle quand même. La question là, qui est intéressante aussi, c'est sur la question de la douleur. Donc, je vous ai dit, là, c'est quand même des femmes de classe moyenne et de classe supérieure qui sont allées chercher les informations sur EndoFrance, qui, pour beaucoup, en fait, se sont diagnostiquées avec des informations médicales qu'elles ont trouvées sur Internet, et qui, en fait, après, ont vu des médecins, des fois en leur en parlant elles-mêmes. Et là, du coup, en fait, ce qui se pose question aussi, c'est qu'est-ce qui se passe pour les femmes de milieu populaire, puisque, en fait, du coup, les types de compétences médicales ne sont pas du tout les mêmes. Les compétences langagières aussi, pour pouvoir s'exprimer par rapport aux médecins, de faire des demandes aux médecins, ne sont pas du tout les mêmes. Et le rapport à la douleur non plus. Il y a plein de travaux de sociologues qui ont montré que le rapport au corps, il était à la fois en même temps il était en même temps très protégé, et que en même temps, c'était des personnes qui avaient plutôt tendance à aller chez le médecin plutôt tard, quand il y avait des maladies qui étaient vraiment déjà très très avancées dans leur développement. Et du coup, voilà, une des pistes à poursuivre après, c'est ça, en fait, c'est et les femmes de milieu populaire. Où est-ce qu'elles sont diagnostiquées, comment ça se passe pour elles. Et je vais juste donner l'exemple. Je vous ai dit qu'il y avait une enquêtée qui faisait partie des fractions stables des milieux populaires, et en fait, pendant l'entretien, elle me raconte comment se sont passés les focus group pour elle. Et en fait, elle me dit des autres femmes, quand même, c'est fou, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en train de se plaindre, et elles ont l'air d'être hyper empêchées, alors que moi, pas du tout. Et en fait, quand on regarde, elle a eu des problèmes de santé très 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 forts, avec des tumeurs au cerveau, des choses très graves. Et du coup, ça, c'est un indicateur d'un rapport à la douleur et de gestion aussi de la douleur et du corps, qui est aussi quand même extrêmement différent. Alors, je voulais ensuite parler de... Je ne vous ai pas dit la moitié de ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que l'endométriose, en fait, et du coup, ce rapport-là, cette question de la douleur, ça fait à la sexualité des femmes. Alors, il y a des questions que je voulais aborder. C'est, en fait, dans cette maladie, qu'est-ce qui prend en charge la sexualité? Qu'est-ce que ça façonne chez les femmes? Comment elles se construisent là-dedans? Et éventuellement aussi, quel est le rôle socialisateur des compagnons et des compagnes dans le fait de faire sa sexualité avec cette maladie? Et les questions, après, moi, plus tard, que j'aimerais traiter, c'est en fait en fonction aussi de quel type de masculinité, de la classe sociale aussi, des enquêtés. Alors là, il y avait trois situations que j'ai vues. C'est des femmes, en fait, qui sont soumises aussi à des violences sexuelles, en fait, extrêmement fortes, dans le sens où
il y a plusieurs types de configurations. Il y avait une enquêtée, par exemple, qui expliquait qu'elle avait des douleurs pendant les relations sexuelles, et notamment les relations sexuelles qui impliquaient en fait une pénétration vaginale, d'accord, ou une pénétration anale. Mais en fait, elle disait, mais attendez, parce que là, moi, je suis quand même fatiguée tout le temps. Si en plus, avec mon mec, on n'a pas des relations sexuelles comme lui, il veut, etc., j'ai une décote énorme en fait sur le marché amoureux et du coup comment je fais et en fait ce qu'elle faisait, c'est qu'elle se forçait à avoir des relations sexuelles avec ses petits amis au détriment de la douleur, mais par peur de perdre en fait de la valeur, si je le dis très vite, sur le marché des échanges amoureux. Et alors, cette maladie, c'est un énorme catalyseur de toutes les violences de genre qui peuvent être faites aux femmes. Une autre situation, c'était un cas où les rapports sexuels, avant qu'il y ait le... Alors, ce qui se passe aussi, c'est qu'une fois qu'elles sont diagnostiquées, elles avaient plus tendance à se sentir légitimes de refuser des relations sexuelles et de dire non, ce qui n'était pas le cas avant le diagnostic d'endométriose. Mais la question qui se pose, je trouve, pour moi, c'était est-ce que du coup, ça vient recomposer la sexualité ? Est-ce que les gens font autrement dans leur sexualité ? Et les personnes qui ont en fait, il n'y a pas beaucoup de changements dans les relations sexuelles. En tout cas, ça va pas en mieux. Mais les femmes qui disent, en fait, on a arrêté la sexualité pénétrative et on passe plus de temps à avoir d'autres pratiques, et notamment des pratiques masturbatoires ou autres, etc. En fait, c'était dans des couples où il y avait déjà ces pratiques sexuelles avant. Donc en fait, c'est pas un changement profond. Ça recompose pas profondément la sexualité et ça recompose pas non plus les rapports de domination dans la sexualité. Ça a plutôt tendance à les accentuer et à les catalyser. Et il y avait une autre enquêtée qui elle, s'est complètement écartée de la sexualité. En fait, c'était une enquêtée qui elle raconte en entretien qu'elle a peu eu de partenaires. Elle a dit j'en ai eu qu'un seul. En plus, quand j'en ai eu des relations sexuelles avec lui, c'était pas terrible. Et là, elle se trouvait dans une situation où elle recevait des avances d'un homme qui lui plaisait aussi. Et en fait, elle a arrêté la relation en disant moi, j'ai de l'endométriose, je suis fatiguée tout le temps. Les rapports sexuels, j'aime pas ça et ça me fait mal. Et en fait, j'arrête là. Donc c'est une maladie qui a des effets très forts en fait, sur la sexualité, qui je trouve aussi sont extrêmement intéressants justement pour étudier les rapports de genre. Et je crois que j'ai bientôt dépassé le temps, mais donc je vais conclure hyper vite. Donc là, les femmes ont toujours la charge en plus du coup de la bonne gestion de la sexualité et de faire attention à ce que leur conjoint soit satisfait. Voilà, j'en ai une autre qui expliquait aussi, là pour mon conjoint c'est quand même vache maigre un peu en ce moment. Elle me dit j'ai des rapports oraux avec lui parce qu'il trouve que je le fais bien et en fait en gros elle lui fait des fellations en espérant en disant comme ça il a aussi il se fait plaisir et en fait moi ça me pose pas de problème parce que j'ai pas de douleur, mais dans une situation aussi où son désir pour son mari diminue et elle explique en fait en entretien que en fait, elle est hyper fatiguée et qu'en plus, quand elle rentre à la maison, en gros, il faut qu'elle s'occupe du ménage, qu'elle va un soir par semaine à la chorale le jeudi soir et que quand elle rentre, il a commandé des pizzas pour pas faire à manger, mais il y a le carton de pizza dans la cuisine et le petit est pas couché. Et en fait, toutes les charges qu'elle a domestiques au niveau du travail, etc., ça se cumule en fait avec les problèmes qui sont causés par l'endométriose et elle a de moins en moins de désir pour son mari. Elle a expliqué et en plus il vient quand il veut avoir un rapport sexuel, il me touche la poitrine et il n'y a pas d'autre chose que ça. Et du coup moi j'ai de moins en moins envie. Et voilà, en disant qu'elle voulait d'autres choses, en disant aussi que moi j'aimerais bien en fait
me sentir aimée, que ce soit pas quelque chose de mécanique comme ça dans la sexualité. Mais je trouve que c'est intéressant aussi pour voir comment vraiment l'endométriose, vraiment ça catalyse plein de violences en fait de genre qui sont faites aux femmes. Alors ce qui fait que c'est pas très drôle en fait de faire des entretiens et de travailler là-dessus. Mais donc voilà, l'idée c'était travailler sur l'endométriose pour aussi travailler sur la construction de la sexualité et notamment de la sexualité hétérosexuelle. C'est ça moi que j'ai aussi envie de faire par la suite. Et ce qui m'intéresse notamment par la suite, c'est de me servir des données biologiques pour pouvoir aussi travailler, pour pouvoir objectiver la socialisation de ces femmes et de combiner données qui viennent des sciences du biologique avec les sciences sociales. Là, je suis passée très vite, mais ce qui serait intéressant aussi, c'est de pouvoir comment la douleur est sentie, est perçue et parlée en fonction de la position sociale des femmes et de leur parcours, en fonction des imageries en fait qu'on a ou des résultats sanguins, etc. Voilà, et là, je m'arrête là. Merci. Merci à toutes les deux, c'était passionnant. On a un petit temps pour des échanges. Si vous avez des questions, besoin de précision, des observations, des témoignages, des réactions, c'est vous qui avez la parole. Oui, alors je vais essayer de limiter mes questions pour laisser du temps aussi aux autres personnes. Déjà, merci beaucoup à toutes les deux. J'ai une question pour chacune sur des thèmes complètement différents. J'ai une question pour Nadia, notamment à un moment tu disais pendant tes recherches, en fait, tu t'es aperçu que finalement au Moyen-Âge, il y avait des choses beaucoup moins caricaturales et beaucoup moins stéréotypiques que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et donc là, par curiosité, je me demandais finalement, dans les travaux de recherche que tu as fait, c'est quoi les choses que tu as découvertes, notamment sur la question des menstruations, qui t'ont le plus étonné ou qui vont le plus à l'encontre des stéréotypes et des caricatures? Puis je peux peut-être te laisser répondre avant de reposer ma question à Claire ensuite. Oui, bon, à chaud comme ça. Par exemple, en fait, c'est un peu des choses dont j'ai parlé. Par exemple, le fait qu'Albert le Grand dise que finalement le péché mortel de l'adultère était encore plus grave que le péché véniel de faire l'amour pendant les règles. Ça, c'était assez surprenant. Je m'y attendais pas du tout. Et il n'est pas tout seul à le dire. Il est suivi parce qu'il avait une grande autorité. Aussi le même qui dit que finalement c'est un avantage sanitaire pour les femmes d'avoir les règles. Ça m'a d'autant plus touchée que Albert le Grand est souvent caricaturé par les gens qui connaissent à peine un peu le Moyen-Âge, parce que notamment le livre dont j'ai parlé, ce qui est mon corpus de thèse, Le secret des femmes, le premier auteur qui a écrit ce livre-là est anonyme, mais il a été attribué à Albert le Grand parce que c'était le grand savant. Donc aujourd'hui, on trouve des fois malheureusement des gens qui vont pas plus loin que ça et qui disent Albert le Grand a dit ça, alors qu'en fait non, c'est pas du tout lui qui a dit ça, et au contraire c'était quelqu'un de très mesuré et voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai pu trouver d'autre de pas si caricatural? Un petit peu aussi c'est cette histoire de source là, avec cette image de femmes avec leur pubis menstrué. Oui, mais enfin c'est un peu des choses que je vous ai montrées finalement, les moins caricaturales. C'est vrai qu'il faut vraiment fouiller et chercher, parce que c'est quand même plus le caricatural qui saute aux yeux, parce que c'est ça dont on parle le plus dans les études actuelles, et puis c'est ça qui a été le plus copié et recopié au Moyen-Âge. Et il faut vraiment, des fois c'est une petite pépite qui fait qu'on se dit tiens, finalement c'était peut-être pas si caricatural que ça. Voilà. Ok, merci. Et question pour Claire. D'abord, peut-être un petit témoignage pour aller dans ton sens. Quand j'ai écrit mon article sur le diagnostic de l'endométriose, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément thématisé sur la question de la classe sociale, mais en t'écoutant parler, en fait, je me suis aperçue que moi, je viens d'un milieu ouvrier.
J'ai commencé à avoir des douleurs à 11 ans et en fait, ce qui m'a permis d'avoir été diagnostiquée d'endométriose, c'est de faire un doctorat et c'est d'être en couple avec quelqu'un qui vient d'une classe sociale supérieure et qui a accès à ce que c'est que le savoir médical en fait. Et c'est ça qui m'a permis vraiment d'avoir les mots, la connaissance et les endroits où chercher pour être diagnostiquée. Et avant ça, la réponse était toujours que j'étais trop douillette, que j'avais qu'à prendre du Spasfon, petit clin d'œil pour ce soir, mais je n'avais jamais eu accès au diagnostic avant d'avoir l'éthos qui va avec celui de l'universitaire et de l'intellectuel. Enfin, parfois ça m'arrive. Et ma question, en fait, là, c'est en t'entendant sur les questions de sexualité, ça m'a vraiment fait penser aux témoignages que j'avais pu lire justement sur les femmes atteintes d'endométriose qui étaient des témoignages quand même hyper violents envers elles-mêmes je suis pas une femme comme il faut, j'ai une féminité défaillante. Et en t'écoutant, je me demandais finalement dans les entretiens ou dans les témoignages que tu fais, est-ce que dans certains cas, l'endométriose amène une réflexion et une remise en cause sur en fait le problème, c'est la sexualité hétéro telle qu'elle est conçue, c'est l'hétéronormativité qui m'impose ces rôles-là, ou est-ce que dans les témoignages que tu as, on est plutôt justement sur le problème c'est moi, le problème il est individuel, etc. Merci beaucoup pour ta question et du coup aussi pour ton témoignage. Alors non, il n'y a pas dans les femmes que j'ai interrogées, il n'y avait pas beaucoup de remise en question de peut-être que le problème c'est la sexualité hétérosexuelle, la manière dont elle se pratique. Pas du tout. Ouais, moi, j'avais été très, très, très surprise. Des entretiens sont marqués par une violence à laquelle moi je m'attendais pas du tout au début, et en plus je m'étais rendu compte que travailler sur la santé c'était pas le truc qui me plaisait le plus, parce que j'avais fait une thèse sur la sexualité et sur l'homosexualité, et il y avait des inégalités, des choses comme ça, mais il y avait quand même des enquêtés qui étaient militants et militantes, et ça allait quand même plutôt vers la joie, et ça m'allait bien. Là, ça a été complètement tout autre chose. Et en fait, non. Je pense que la question des violences sexuelles, par exemple, dans les cas d'endométriose, je pense qu'elle serait vraiment importante à développer, parce qu'il y a des violences qui sont faites, qui viennent du corps médical. Il y a des violences aussi dans les couples. Je suis allée vite, mais j'ai une enquêtée. En fait, elle raconte en permanence des viols de la part de son ex-conjoint, alors qu'elle avait des crises d'endométriose et qu'elle avait des douleurs qui étaient absolument horribles. Et du coup, la tendance, donc c'est hyper violent. En fait, la tendance là qu'elles avaient à ce moment-là, et qui peut-être correspond à un moment aussi de leur vie et de leur parcours, parce que après peut-être que si on les réinterroge plus tard, elles vont avoir d'autres idées ou d'autres évolutions. Mais là, en fait, elles étaient hyper soulagées d'avoir les entretiens et de pouvoir parler. Elles disaient toutes, mais c'est trop bien que vous fassiez ça, parce qu'en fait on n'a pas d'espace de parole, et elles venaient à peine de trouver EndoFrance et en fait des informations médicales, et d'avoir des femmes qui les écoutaient en fait sans les juger ou sans leur dire quoi faire de leur vie après, ça les changeait aussi un peu. Mais elles sont quand même beaucoup en lutte contre elles-mêmes, c'est-à-dire elles sont aussi en lutte vraiment sur cette question de la douleur. Aussi de comment faire avec, de comment l'interpréter, parce que ça vient toucher aussi très fortement l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes, le sentiment d'être légitimes mais vraiment dans ce qu'elles sont. Et cette question de mais peut-être je suis trop douillette, elles se le disent quand même, elles se disent vraiment beaucoup, alors que elles font. Il y a des moments, des scènes de, je rigole, mais c'est pas drôle, mais il y en a une qui par exemple racontait que après une chirurgie, elle avait été mal recousue, elle a fait une hémorragie interne, pas que interne, elle a fait une hémorragie, il y avait du sang partout chez elle, elle était toute seule, elle a failli mourir, et il y a des histoires comme ça, il y en a vraiment plein. Donc c'est plutôt un truc de lutte contre la maladie, mais aussi à des moments de lutte contre elle-même, parce que là j'en ai pas parlé, mais il y en a beaucoup, parce que dans les professions aussi médicales qu'elles rencontrent, on leur dit aussi il faut faire attention à ce que vous mangez.
parce que, en fait, il faut avoir une alimentation anti-inflammatoire pour diminuer les symptômes. Mais ce que ça fait, c'est que potentiellement, il y en a qui ont eu des troubles du comportement alimentaire. Donc, en fait, ça vient les renforcer. Et puis, il y en a, elles se disent, oh, mais en plus, là, j'arrive pas à contrôler mon poids. Et donc, en fait, elles sont au régime en permanence et elles vont faire de l'activité physique pour faire en sorte de perdre du poids. Donc, en fait, même certaines indications médicales qu'elles ont, ça va aussi dans le sens de multiples contraintes du corps. Donc, non, pas encore de... après, peut-être qu'après, avant dans d'autres femmes, voilà. Mais je pense que ça sera aussi ça très situé socialement, en fait, forcément, le fait de dire on réinterroge la sexualité hétéro et de ce que ça fait dans les douleurs, dans les rapports. Bonjour. Alors j'aurais une question sur... C'est bon. J'ai une question par rapport aux bienfaits sanitaires des règles au Moyen-Âge et surtout à la persistance de cette croyance. Parce que par exemple, maintenant de nos jours, il y a des contraceptions qui permettent de ne plus avoir les règles. Parce que médicalement, il n'y a pas d'intérêt à avoir ces règles. Et on voit que les laboratoires qui créent les pilules qui sont le plus couramment prescrites, qui sont des pilules œstroprogestatives, permettent d'avoir ces règles avec des comprimés roses ou rouges qui sont à la fin de la plaquette et qui disent « là, vous aurez vos règles ». Ma question, c'est est-ce que les laboratoires créent ce genre de pilules pour avoir les règles à la fin parce que pour une volonté des femmes de se rapprocher au maximum du cycle menstruel naturel, ou est-ce que c'est un peu cette persistance de cette croyance qu'il faut se vider des impuretés qui reste de nos jours? Bon, alors évidemment, je suis plus spécialiste du Moyen-Âge que de l'époque actuelle, mais je crois effectivement que c'est une croyance qui reste encore beaucoup, parce que je l'ai vu. Alors j'avais lu une enquête anthropologique, donc qui n'a rien à voir avec le Moyen-Âge, mais qui m'a beaucoup intéressée, d'une anthropologue qui a fait une étude au Brésil, dans un hôpital où on proposait à des personnes de faire des dons du sang. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui faisaient des dons du sang, non pas par générosité, mais parce qu'elles pensaient que ça les purifiait, et notamment des femmes, effectivement, qui avaient des retards de règles. Et puis, bon, je sais que moi, en discutant de ce sujet avec des gens d'aujourd'hui, comme vous, ça m'est arrivé que des personnes me disent « Ah bon, au Moyen-Âge, on pensait que les règles purifiaient, mais finalement, c'est comme aujourd'hui, ça, c'est toujours, enfin, c'est exact. » Et je dis « Bah non, c'est pas exact. » Mais donc, c'est effectivement une croyance qui persiste. Et peut-être même que pour les personnes qui savent que ce n'est pas le cas, ça reste dans l'inconscient, je pense. Je pense que c'est des choses qui restent dans l'inconscient et qu'effectivement, on se sent plus à l'aise de voir le sang qui revient mensuellement. Parce qu'il y a aussi tout ce côté, en plus on revient aujourd'hui, il y a beaucoup le féminin sacré, on essaie de se reconnecter avec la nature. Et c'est vrai qu'en plus, tout ce qui est saigné, le fait de saigner, c'est relié à tellement de symboles, même au-delà de la menstruation. Donc je comprends que se dire si je prends une pilule qui fait totalement cesser mes règles, je vais plus saigner, c'est pour certaines femmes, on peut se dire je vais plus être en relation avec la nature, avec la lune, avec les saisons, avec tout ça, parce qu'au Moyen-Âge on avait vraiment cette vision cosmologique, et puis pas qu'au Moyen-Âge, effectivement, dans beaucoup de sociétés, y compris actuelles. Bonjour. J'ai une question pour Nadia aussi, concernant la partie sur les protections menstruelles. Est-ce que vous avez retrouvé dans vos recherches des sources parlant d'une pratique qui s'apparenterait au flux libre instinctif en tant que capacité pouvant s'acquérir par un apprentissage psychomoteur? Alors, c'est marrant parce qu'on me pose souvent la question. En fait, non, là, il n'y a absolument aucune source là-dessus. Et je pense que c'est normal parce que... alors, ça ne veut pas dire que ça n'existait pas, mais si on avait des sources, ce seraient des sources féminines. Alors, on a quand même quelques sources féminines sur la menstruation. On a notamment une de mes héroïnes dont je n'ai pas parlé, parce que je ne peux pas parler de tout, qui est Hildegarde de Bingen, qui est une grande savante et abbesse du XIIe siècle, qui était une personne
multitalentueuse. Elle a écrit de la musique, elle a fait des dessins, elle a écrit des poèmes, elle a écrit des ouvrages de médecine, elle écrivait des lettres au pape, à l'empereur, au roi de France, au roi d'Angleterre. Enfin, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Et donc, dans son livre sur le corps, elle parle beaucoup de la menstruation. Elle a d'ailleurs une vision très belle et très positive de la menstruation. Elle en parle comme du sang menstruel, comme le corps féminin comme un organisme végétal, comme un arbre, et le sang menstruel qui circule comme une sève, les menstrues qui sortent comme des fleurs, les enfants comme des fruits. Bon, donc on a vraiment cette vision très positive de sa part. Mais elle, je dirais que si quelqu'un devait parler du flux instinctif libre, ce serait elle. Et de fait, elle n'en parle pas. Après, bon, tous les textes, toutes les sources qu'on peut avoir sur les protections menstruelles n'en parlent pas directement. En fait, j'en ai pas tellement parlé parce que je suis allée un peu vite, mais on sait que il y a cette histoire de tampon dont je vous ai parlé où on peut faire une hypothèse. Sinon, pour ce qui est serviette menstruelle, on sait que ça existe. Alors, il y a la petite histoire de Béatrice et Philippa dont je vous ai parlé, et puis on sait que le mot tissu menstruel existe. Donc en ancien français, c'est drapeau menstruel, et en latin, c'est panus menstrualis. Donc drapeau, ça veut pas dire drapeau, hein, ça veut dire tissu en ancien français. C'est un petit drap. Et donc en latin, panus menstrualis. Donc on sait que le terme existe, mais en fait, les textes dans lesquels l'expression est employée sont pas des textes qui vont nous parler de menstruation. Ça peut être, alors les deux exemples que j'ai, c'est dans les traductions latines de la Bible. On a des textes de la Bible où c'est employé comme une comparaison. Vous avez par exemple un roi qui va s'adresser à un autre roi en disant « Tu m'as traité comme une protection menstruelle ». Alors ce qui est très rigolo, c'est que quand on regarde les traductions de la Bible du 19e siècle, c'est plutôt « Tu m'as traité comme une souillure ». Bon. Mais en fait, le texte, c'est vraiment... le texte latin en tout cas, mais je pense que le texte hébreu à la base, c'était aussi ça. « Tu m'as traité comme une protection menstruelle ». Donc en tout cas, si dans les traductions latines de la Bible qui avaient cours tout au Moyen-Âge, l'expression existe, c'est que la chose devait exister. Et on retrouve aussi cette expression dans une petite anecdote très rigolote d'un médecin qui explique comment, pour un jeune homme, se guérir du mal d'amour. Et donc ils disent si un jeune homme est trop amoureux, il faut faire venir, toujours la fameuse vieille femme, hein, il faut faire venir une vieille femme bien dégoûtante, bien sale, bien vieille, bien ridée, et qu'elle s'approche du jeune homme, qu'elle le touche, qu'elle lui caresse le visage, et comme ça qu'il soit dégoûté par les femmes, et qu'elle lui dise, tu vois, ta petite amie, elle va être comme ça après. Et puis si jamais ça marche pas, parce qu'on ne sait jamais, bon, il y en a qui résistent, hein, que ça peut pas marcher, à ce moment-là, il faut que la vieille femme, elle sorte d'entre ses jambes son tissu menstruel et qu'elle le montre au jeune homme. Et là, ça va lui faire de l'effet. Donc, alors déjà, ce texte pose beaucoup de questions, parce qu'on se dit, bon, si c'est une vieille femme, c'est un peu bizarre qu'elle ait un tissu menstruel. Je pense que c'est une accumulation littéraire, hein, c'est vrai, voilà. Bon, mais en tout cas, ce que je trouve intéressant dans le texte, là encore, c'est que le mot existe. Donc si le mot existe, même si là, il est dans une exagération littéraire, c'est que la chose devait exister. Alors, on va enchaîner avec une présentation d'Isabelle Prado, qui est doctorante et qui vient du Brésil, qui est une doctorante brésilienne. Je suis extrêmement heureuse qu'elle ait accepté de venir présenter ses travaux. Isabelle est donc arrivée en France il y a début octobre. Et elle n'était jamais venue en Europe. Donc c'est quand même assez difficile, je trouve, ce qu'elle va faire. Elle va vous parler en français. Si vous avez envie ensuite d'interagir avec elle, essayez de parler un peu lentement. Et elle travaille sur les politiques menstruelles au Brésil. Et là, elle est ici en France, elle fait une comparaison avec la France. Mais elle va vous présenter son travail, qui est un travail d'un point de vue anticolonial. Et sa présentation s'intitule « Règles anticoloniales et dignité menstruelle ». Merci beaucoup, Isabelle. Merci, chère professeure Stéphanie. Merci, Héloïse aussi, et toute l'organisation de cet événement qui c'est très spécial. Je suis très ravie d'être ici avec vous, avec nous. Et
parler un petit peu de cette thématique au Brésil. Et un moment, s'il vous plaît. Donc, je vais faire l'autodescription pour les personnes qui accompagnent sur l'Internet aussi. Je suis une femme latino-américaine blanche, de taille moyenne, aux yeux et cheveux marrons. Et je me règle. Ce travail que je fais au Brésil, qui fait partie de mon étude de doctorat, c'est un petit parc qui s'appelle Règles anticoloniales et dignité menstruelle. Et la professeure Stéphanie co-encadre mon thèse de doctorat. Et je fais au doctorat dans le cadre de santé des femmes. Je suis infirmière et j'étudie la règle depuis une perspective sociale et aussi de santé. Donc, la menstruation est conçue socialement et culturellement comme une expérience liée à innombrables tabous, stigmates et inégalités, soutenus par une logique patriarcale et capitaliste. Cependant, l'expérience de menstruation est imprégnée de machisme et de misogynie, ainsi que de pauvreté, de racisme et d'inégalité entre les sexes. Alors, quelques concepts directeurs de mon étude sont le féminisme décolonial latino-américain, qui concerne la lutte constante contre la logique de colonialité et ses effets matériels, épistémiques et symbologiques. Le féminisme communautaire, qui s'est postulé par les femmes indigènes boliviennes, promeut une rupture épistémologique avec le féminisme euro-occidental, en reformulant des concepts tels que le genre et le patriarcat d'un point de vue latino-américain et décolonial. Ce concept s'est postulé pour Julieta Paredes. Autre concept important, c'est la menstruation décoloniale, qui suggère que les personnes qui ont les règles ont besoin de connaissances sur le corps et les cycles hormonaux, ainsi que d'un accès d'informations sur les différentes possibilités de gestion menstruelle et hormonale, afin de pouvoir faire des choses éclairées et par conséquent faire l'expérience menstruelle un processus émancipateur. Donc, la santé menstruelle décoloniale, c'est un processus qui prend en compte le cycle menstruel et son impact sur la dimension psychique, émotionnelle, mentale et spirituelle des filles, des femmes et de toutes les personnes qui ont les règles dans un contexte social, économique, culturel et politique qui influence cette expérience. À partir de ce concept, je pense que, pour définition, la règle coloniale, c'est pour dire que c'est basé sur une logique patriarcale, capitaliste et exploitatrice, prédatrice, contrôlée par les connaissances biomédicales et pour les marchés, parce que c'est pathologise et médicalise les cycles. C'est honteux, sale, terrible, invisible et doit être caché ou supprimé. Il ne peut y en avoir aucune trace dans le corps.
reproductifs, qui doivent répondre à des normes productives et de beauté. Il est linéaire, universel, hétéronormatif, raciste et non inclusif. Et suite de structures systémiques de précarité, des corps abjects, les immigrés, les personnes noires, LGBT+, handicap, indigènes, et un grand etc. Alors, les règles anticoloniales, basées sur la logique du non-productivisme, du soin, du repos et de la connaissance de soi, parlent de sécurité alimentaire et d'accès aux droits humains fondamentaux tels des logements, l'eau. C'est difficile pour moi. L'assainissement. Merci. Respecte la diversité des corps et des choix. Travaille sur le front de l'éducation menstruelle et de l'alphabétisation des genres. C'est antiraciste, transinclusif, anticapacité et anticapitaliste. Considère les savoirs autochtones et ancestraux comme des épistémologiques reconstructives. Affirme la cyclicité et la pluralité. Valorise les savoirs scientifiques, mais ne les considère pas comme hégémoniques. Lutte pour accès à produits et services gratuits et de qualité pour une santé menstruelle et intégrale. Et cette lutte a permis de créer au Brésil le programme national de dignité menstruelle. Ce programme prévoit la distribution gratuite de serviettes hygiéniques jetables à toutes les personnes qui ont les règles dans les situations de vulnérabilité socio-économique, ainsi qu'aux élèves des écoles publiques. Mais la réalisation de ces programmes est très récente. Examinons un aperçu général de la santé des femmes au Brésil. Au Brésil, c'est très grand, très pluriel, très diversifié. La population brésilienne actuellement, c'est de 203 millions de personnes. Parmi eux, plus de 104 millions sont des femmes. Plus de 60 millions d'êtres sont noirs et bruns. Et un peu plus de 860 000 sont indigènes. La majorité, concernant les chiffres des femmes indigènes, c'est un chiffre qui reflète le génocide de la population indigène au Brésil depuis l'arrivée des Portugais il y a 524 ans. Et donc, cette information, c'est importante parce que le génocide de la population indigène au Brésil, c'est un processus terrible et la lutte pour l'appropriation la réappropriation des territoires pour la communauté indigène, c'est une lutte très importante au Brésil actuellement. Santé des familles au Brésil. Donc, le Brésil procède le plus grand système de santé publique et gratuite au monde. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ce système s'appelle SUS, Système unique de santé. Et si quelqu'un vient au Brésil pour visiter, pour étudier quelque chose, vous pouvons recevoir les soins ou santé gratuitement. Quelqu'un
Donc, c'est un système très grand et environ 80% de la population dépend exclusivement de ce système. Et il y a 20 ans que le ministère de la Santé a créé la politique nationale d'attention intégrale à la santé des femmes, qui a représenté un avance dans les soins des femmes, santé des femmes dans le pays. Cependant, lorsqu'il est une question de santé menstruelle, le mot menstruation n'est même pas mentionné dans la politique, ce qui démontre son invisibilité. Et donc, suite au mouvement mondial contre la précarité menstruelle, le débat sur la dignité menstruelle a commencé à être discuté au Brésil, principalement à partir de 2019 et renforcé en 2020, lorsque la pandémie a exacerbé les inégalités sociales. L'action des mouvements sociaux sur la menstruation, activisme collectif, etc., a été fondamentale pour que l'agenda parvienne au gouvernement, jusqu'à ce que la loi fédérale qui crée les programmes de dignité menstruelle soit promulguée en 2023. Actuellement, la lutte des mouvements est pour que ces programmes soient correctement mis en œuvre dans les 5570 villes du pays, du Brésil, et qui ne se limitent pas à la distribution de serviettes hygiéniques. Il existe actuellement des dizaines de collectifs qui luttent pour la dignité menstruelle au Brésil. Et ma thèse de doctorat étudie ces mouvements et leurs revendications en se concentre sur les mouvements des femmes indigènes, noires, handicapées, immigrés et les hommes transgenres. Il y a quelques photos sur la distribution des serviettes hygiéniques pour les gens qui habitent dans la rue. C'est un projet qui s'appelle Menstrua, c'est comme menstruer en rue pour la personne qui habite en rue. C'est quelques mouvements que j'ai étudiés, autres mouvements des filles, des élèves qui parlent sur la menstruation dans les écoles, qui font une espèce d'activisme menstruel dans les écoles. C'est très intéressant, c'est joli. Il y a autre collectif qui s'appelle Amaronai, que c'est un collectif indigène qui fait les serviettes lavables pour la communauté indigène. Et un homme transgénère qui s'appelle Jidola, qui milite pour la visibilisation des règles pour les hommes aussi. Considération finale. Viva la vulva! Dans le cadre des règles anticoloniales, le débat sur la dignité menstruelle est considéré comme une catégorie de référence, non seulement par rapport à la lutte contre la précarité menstruelle, mais aussi ensemble à des problématiques inexorables ou fin des tabous menstruels, qui s'expriment comme une forme de misogynie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Isabelle. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions dans la salle ? Alors je vous présente Maria, qui peut aider pour la traduction. Est-ce qu'il y a des questions? Pendant que vous pensez la question, je vais présenter mon collègue brésilienne, Maria Victoria, qui fait le master en histoire à Poitiers, habite à Poitiers. Merci pour être ici. Avec plaisir. Et voilà. Bonjour, merci beaucoup. C'est une question vraiment sur un détail, mais lors du diapo sur les règles, vous avez parlé d'anticapacité à un moment donné, et je voulais savoir ce que ça signifiait. Voilà. Merci. Alors, l'idée d'anticapacité, je ne sais pas si c'est les mêmes au Brésil et en France. En Brésil, les personnes qui peuvent, je ne sais même pas si c'est les bons termes en français, les personnes qui ont un handicap, c'est ça, oui. En Brésil, nous avons aussi une super discussion dans la santé et aussi dans le cadre public, social, que cette personne ne doit pas être considérée qu'elles n'ont pas la capacité de faire les choses, de prendre soin d'eux-mêmes. Donc, une personne incapable, c'est une personne qui ne peut pas prendre soin d'elle-même, ne peut pas prendre soin de son propre santé, elle n'a pas les facultés mentales pour prendre soin d'elle-même. Donc, il y a aussi toute cette idée de traiter les personnes avec les handicaps comme les personnes comme nous, qui nous donnons tous les mêmes genres de possibilités et opportunités. Par exemple, une chose qu'Isabelle a notée, c'est qu'aujourd'hui, parmi nous, nous avons aucune personne avec un handicap visible. Et peut-être que s'il y avait, ce serait un petit peu compliqué de l'amener jusqu'à cet endroit. Donc, dans l'idée de faire une chose anticapacitiste, c'est aussi de parler des règles pour les personnes qui ne peuvent pas prendre soin d'eux-mêmes, dans une façon qu'elles peuvent faire ça elles-mêmes ou eux-mêmes. Les règles déjà sont stigmatisées et c'est un tabou pour les personnes handicapées, immigrées, noires, pour les personnes qui... Les minorités, ce n'est pas les mots, les meilleurs mots parce que nous sommes les minorités, nous sommes majorité. Donc, pour ces personnes, les stigmas, c'est double, triple. Donc, c'est une réflexion très importante pour faire dans cette discussion des menstruations, des règles. Merci pour la question. Bonjour. J'aurais une question sur le programme de distribution et d'accès aux protections menstruelles, par exemple, de distribution dans les écoles. Je voulais savoir si c'était un petit peu comme en France, où on va avoir plutôt des associations qui peuvent être financées par l'État, où c'est sous forme souvent de dons. On va pouvoir effectivement, par exemple, lors des collectes, donner, lors de collectes massives, soit de la nourriture, soit effectivement des produits de soins. Ou est-ce que c'est au Brésil, comme j'ai pu le comprendre, vraiment un programme d'État financé dans toutes les écoles publiques? Et auquel cas, je voulais savoir, au niveau budgétaire, comment ça se passe? Est-ce qu'il y avait des partenariats avec des grandes entreprises de distribution, par exemple, de protection menstruelle? Et si tous les jeunes étaient du coup dotés, avaient un kit ou tous les mois quelque chose pour effectivement gérer leur protection menstruelle?
universidades, dentro das escolas, programas de organizações sociais mesmo, que se complementam. Alors, sur la question des budgets, c'est les gouvernements qui gèrent les budgets. Bien sûr, ils ont quelques partenaires, mais fondamentalement, la majorité de l'argent, elle vient de les gouvernements. Nous sommes beaucoup. Si on met bien les taxes comme il faut, c'est jouable de donner une priorité à la santé des femmes aussi. Mais c'est très important de dire qu'il y a aussi des associations et il y a aussi des mouvements qui travaillent directement dans l'université ou de certaines écoles. Mais ce programme, il est financé par le gouvernement. Oui, c'est important de dire aussi que les programmes des gouvernements, c'est pour les personnes en situation de vulnérabilité. Donc, c'est pour une partie de la population, ce n'est pas pour tout. Et dans les écoles, c'est pour tous les étudiants qui font la sollicitation, qui est comme un cadastre. Il faut faire un genre de cadastre et après que la personne est cadastrée, ça dépend d'un cadastre. Les élèves ils peuvent faire un cadastre et après ils peuvent utiliser ce projet. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non, on peut continuer à discuter tout à l'heure, mais donc ce que je vous propose dans ces cas-là, c'est de remercier vivement Isabelle. C'était super, merci beaucoup. Et puis, de bouger un petit peu, ça va nous faire du bien. Donc, à l'extérieur de la salle, 9 posters sont installés. Ce sont des posters qui ont été réalisés par les étudiants du M2, du Master 2 Management du sport à l'Université de Poitiers. Ce sont des étudiants qui se préparent à travailler dans le sport et à encadrer, puisque c'est du management du sport. Et le projet, c'était de travailler sur les règles dans le sport. Donc, je les félicite vivement, mais je leur ai déjà dit, pour le travail qu'ils ont fait, parce qu'en très peu de temps, ils ont réussi à mener une mini-enquête sociologique. Ils ont tous et toutes vraiment joué le jeu. Ils ont fait un super travail. Et au début, je comprends très bien que s'ils aient trouvé ça un peu étrange, que je leur propose de travailler sur les règles, puisque en général, quand on sort de cette salle-là, où ça nous paraît tout à fait normal de parler de règles et de menstruation, on sait bien que c'est pas un sujet qu'on aborde comme ça au coin de la rue. Mais il me semblait que c'était vraiment très important de pouvoir faire dialoguer les étudiants et les étudiantes entre eux, alors qu'ils s'apprêtent, ils sont en train de terminer leurs études, ils s'apprêtent à rentrer dans le monde du travail. Et je trouve que des personnes qui rentrent dans le monde professionnel puissent avoir, ne serait-ce que ça, le vocabulaire, savoir en parler, éventuellement être capable de proposer des choses pour davantage d'inclusivité dans le monde du travail et dans le monde du sport, parce que eux mêlent les deux, et ça me paraissait aussi très important de ce point de vue-là. Donc, ils vont être présents devant leur poster. Vous pouvez lire leurs travaux et puis leur poser des questions. Voilà, l'idée, c'est vraiment qu'on échange. Alors, l'idée, c'était que des étudiants qui ne se rencontrent pas forcément, c'est-à-dire ceux du master communication numérique et les étudiants de STAPS, puissent discuter entre eux. Mais évidemment, on est tous et toutes concernés par le travail qu'ils ont fait. Et donc, je vous invite à aller passer un peu de temps, regarder les posters et puis discuter avec elles et eux de leur travail. Merci beaucoup.